Bonjour à tous, je vais donc vous parler ce soir de la luxation congénitale de hanche et de l'arthroplasie de hanche dans ce contexte. Alors, la maladie luxante de hanche, c'est un terme qui regroupe une même maladie de sévérité différente. Dans son stade le plus grave, c'est la luxation congénitale de hanche et dans son stade débutant, c'est la dysplasie de hanche. En anglais, c'est la même chose. Hip dysplasia et congenital dislocation of the hip sont regroupés sous le même terme qui s'appelle developmental dysplasia of the hip ou en français dysplasie de hanche. Alors, je vous propose de discuter et de couper ce cours en trois parties. La première, c'est les classifications. Les classifications, il faut les connaître. Elles ont des implications stratégiques. La première des classifications, la plus connue et la plus utilisée en France, c'est la classification de Marcel Carboul ou de la Softcode de 1989. Toutes les classifications ont un point commun, à savoir qu'elles vont classer la sévérité de l'atteinte acétabulaire en fonction du degré de luxation. La première, c'est la luxation dite antérieure. C'est intéressant parce que vous voyez, la classification de Carboul est la seule à prendre en compte le plan sagittal. Et dans cette luxation antérieure, bien, même si elle est moins grave que les deux autres, puisqu'elle est moins haute, eh bien, on s'aperçoit tout de suite que et le toit et la partie antérieure de l'acétabulum vont être déficients avec certaines conséquences stratégiques et techniques. La deuxième chose, c'est la deuxième stade, c'est la luxation intermédiaire. Et la troisième, c'est la luxation haute. Alors, cette luxation haute, on peut remarquer et noter deux choses. La première, c'est que cette fois-ci, la tête fémorale va être en arrière. Si l'atteinte est unilatérale, cela veut dire quoi? Ça veut dire que le bassin va se tordre, va se tourner en mettant le côté atteint, plutôt le bassin va tourner vers l'avant. Si l'atteinte est bilatérale, cette fois-ci, le bassin va s'antéverser en totalité, engendrant une hyperlordose du rachis. Ces deux modifications, qu'elles soient une atteinte uni ou bilatérale, vont avoir comme conséquence d'engendrer des atteintes rachidiennes. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que si cette luxation haute est appuyée, c'est-à-dire qu'il y a toujours un contact osseux, elle peut engendrer une coxarthrose et donc des douleurs. Alors que plus volontiers, si la luxation est non appuyée, c'est-à-dire sans contact osseux, on va avoir une hanche un peu instable, mais généralement pas douloureuse. La deuxième classification, c'est celle d'Artophilakidis, nos collègues grecs, qui, elle, est en trois stades aussi, mais avec une vision un peu de face, et vous verrez tout à l'heure, sur un plan stratégique, comment on peut s'en servir. Le type 1, la hanche est en gros dysplasique. Le type 2, elle est subluxée, c'est-à-dire qu'il y a toujours un contact entre la tête fémorale et une partie de l'articulation, en fait, plutôt entre le paléoacétabulum, c'est-à-dire en rouge là où la hanche devrait être, et le néoacétabulum là où elle est. Et dans le stade 3, ben, il n'y a plus de contact, c'est une luxation vraie. La dernière classification, c'est celle de Crowe, qui est en 4 stades, toujours pareil, avec une sévérité augmentant en fonction du degré de luxation. Mais l'intérêt de cette classification de Crowe, c'est qu'elle est chiffrée en pourcentage de luxation, comme vous pouvez le voir ici et le calculer si vous le désirez, et elle nous permet donc d'être relativement reproductible. En gros, vous voyez que ces classifications se rejoignent avec trois grands stades qui permettent d'avoir une stratégie thérapeutique. Donc, après avoir vu sur une radiographie de face quel type, quel grade de luxation vous allez voir que ça peut avoir des implications, une fois de plus, sur un plan thérapeutique au niveau de la cupule. Il faut, pour connaître ce qui va se passer au niveau de la cupule, avoir un scanner. Alors, ce scanner, comme je vous le dis, va nous servir dans un premier temps à déterminer le diamètre antéro-postérieur de l'acétabulum. Comme vous pouvez le voir ici, il est très difficile de mesurer le diamètre. Si on regarde si on regarde antéro-postérieur, on voit ça. Et si on regarde vertical, on a l'impression que le diamètre est immense. Et bien entendu, ce n'est pas le cas. Dans ce deuxième cas, à droite, on ne voit pas du tout quel est le diamètre de l'acétabulum. Méfiez-vous, ce diamètre peut être particulièrement petit et vous pouvez ne pas disposer des implants au bloc pour implanter correctement. Parfois, c'est 36, 38 ou 40 mm. Dans ce cas-là, vous voyez, c'est 44 mm.
Et dans ce cas-là, vous voyez, sur cette hanche gauche, pourtant c'est une luxation intermédiaire, un gros 2. On se dit, ben, ça ne va pas forcément être difficile. Je vais peut-être greffer en haut. Celle-là de taille normale, eh bien, c'est une cupule de taille 40. Et 40, vous ne l'avez pas au bloc. Donc, il faut l'anticiper par un scanner. Ce scanner va vous permettre aussi de déterminer l'antéversion fémorale. Alors, de quoi on parle? Vous, ce que vous voulez, c'est mettre la prothèse dans cet angle-là, l'angle rouge, qui est l'angle d'antéversion prothétique. C'est celui que va former votre prothèse avec l'axe bicondylien postérieur et vous voulez 15-20 degrés. Mais vous, le patient, entre guillemets, il vous est livré avec un axe d'antéversion fémorale natif, qu'on appelle l'axe d'élitorsion, qui peut être extrêmement variable et qui est volontiers en excès d'antéversion. Et ne pas le connaître vous fait confronter à des problèmes techniques insolubles dont on parlera tout à l'heure. Donc, le scanner sert à mesurer cet angle aussi, l'angle d'élitorsion, pour savoir s'il est normal ou s'il est anormal. Il est classiquement anormal, quel que soit le stade de luxation. Comme vous le voyez ici, en coxarthrose primaire, dysplasie, l'angle d'élitorsion moyen est autour d'une vingtaine de degrés, ce qui est normal, mais avec quand même des écarts types, à la fois dans la coxarthrose primitive comme dans la dysplasie, relativement importants. Ça change complètement dans les stades 1, 2, 3 ou 4. La première chose que l'on peut voir, c'est que ce n'est pas forcément dans le stade le plus évolué au niveau de la luxation qu'on va avoir les anomalies fémorales les plus importantes. Ce sont deux choses indépendantes. La deuxième chose que l'on voit, c'est qu'on a globalement un excès d'antéversion. Et la troisième chose que l'on voit, c'est qu'il y a un écart type très important. Si on prend ce groupe-là, on avait 25 degrés pour le plus petit et plus de 60 degrés pour le plus grand axe d'élitorsion. Donc, le scanner va vous donner ces informations et même, vous voyez, dans un axe, même dans une luxation de grade 1, vous allez vous dire, bah, le fémur est peut-être normal. Ben non, méfiez-vous, vous voyez, on avait 50, 40, 45 degrés d'élitorsion. C'est de manière dit différemment, c'est la même chose. Quand on regarde le grade 1, ben, on avait des groupes à 15-30, mais on avait aussi des groupes 7 patients à 45-60. Quand on regarde le grade 2, on avait 7 patients entre 45-60 et etc. pour le grade 3 ou 4. Ensuite, une fois que vous avez vos examens dans les mains, quel problème vous avez à résoudre? Il y en a 4. Le premier d'entre eux, c'est l'allongement. Alors, pour ce qui est de l'allongement, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est prendre conscience que l'allongement que vous allez tenter d'obtenir chirurgicalement n'est pas forcément identique à la différence de longueur constatée. Je m'explique. Vous pouvez avoir une différence de longueur de 5 cm, mais si le patient a un équin ou il a un flessum du côté le plus long, sain, ou qu'il a une scoliose fixée, vous allez soustraire ces informations de vos 5 cm pour finalement peut-être rallonger que de 2 cm. D'accord? Donc ça, ces informations, il faut les prendre en compte. Vous voyez qu'ici, la hanche est ici. Si on souhaite la mettre là, il va falloir que le rachis soit souple pour que cette scoliose se résolve. Et dans ce cas-là, vous voyez, il y a peut-être un flessum. Il faudra faire attention de voir si ce flessum est soluble. La limite de ce que l'on peut classiquement obtenir en termes d'allongement sur une hanche vierge d'intervention se situe autour de 4 cm. On peut toujours obtenir plus, mais au-delà de 4 cm, vous prenez un risque relativement conséquent de paralysie crurale ou de paralysie fémorale, surtout sur une hanche qui n'est pas vierge d'intervention. Certaines équipes ont décrit la possibilité de le faire en 2 temps opératoires. Le premier étant de faire une arthrotomie, de sectionner le col, d'enlever la capsule et ensuite soit de mettre en traction, soit de mettre un fixateur externe et d'allonger progressivement pour faire la deuxième intervention. Je n'en ai pas l'expérience. Et on peut imaginer que c'est relativement pénible d'avoir 2 interventions et d'avoir éventuellement un alitement entre ces 2 interventions. Mais ça a été décrit avec de bons résultats. Ce qu'il faut faire pour obtenir cet allongement, c'est une libération articulaire extensive, c'est-à-dire en fait une capsulectomie la plus totale possible pour pouvoir allonger correctement. Ça a plusieurs conséquences. La première, c'est que c'est probablement la raison pour laquelle, enfin une des raisons pour lesquelles le taux de luxation est plus important dans cette population, et ce d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, les cupules sont souvent de petite taille et que dans ces conditions, la
tête prothétique est elle aussi de petite taille et lutte moins contre le risque de luxation. La deuxième conséquence, c'est que vous allez avoir un intérêt à la trochantérotomie, puisque cette trochantérotomie va vous permettre d'accéder à la totalité de l'articulation et de réaliser une capsulectomie la plus totale possible. Ça vous permet aussi, cette trochantérotomie, d'autres choses dont on parlera. La dernière chose, c'est qu'on peut y associer des ténotomies. Ce que l'on a le droit de faire, c'est de sectionner ou mieux encore de détacher sur une baguette osseuse l'expansion du grand fessier sur le fémur et ensuite de la réinsérer à la fin de l'intervention une fois que le fémur est rabaissé à un autre endroit. Donc, la deuxième chose que l'on peut faire, c'est sectionner l'insertion des adducteurs sur la ligne âpre. Et la dernière chose que l'on peut faire, c'est sectionner le psoas. Donc, vous voyez, ça donne ce type d'idée. On veut aller ici, la capsule est en forme de sablier, et il va falloir enlever toute cette capsule pour pouvoir remettre le fémur et le cotyle au même endroit. La deuxième chose que vous allez devoir anticiper après ces histoires d'allongement et le choix que vous allez faire, c'est la voie d'abord. Alors, sur la voie d'abord, entre guillemets, c'est assez simple. Il faut faire celle dont on a l'habitude, quelle qu'elle soit. Elles sont toutes décrites dans la littérature et ce n'est pas le jour où vous allez faire ce cas difficile qu'il faut en changer. Troisième chose, c'est où mettre l'acétabulum. C'est assez simple. Dans la littérature, tout le monde s'accorde à dire qu'il est mieux de mettre la cupule dans le paléoacétabulum plutôt que dans le néo, c'est-à-dire d'aller de l'endroit rouge vers l'endroit vert. Pourquoi? La première chose, c'est que mettre la cupule en haut et en dehors va diminuer la force des abducteurs d'environ un quart, comme vous le voyez ici. Et si cette longueur n'est pas restaurée, dans d'autres études mathématiques, il faut jusqu'à 1,4 à 2,5 fois plus de force pour stabiliser le bassin. L'acétabulum va être de diamètre réduit dans le plan antéro-postérieur. Il est de petite taille, mais par contre, dans le plan crânio-podal, il peut être ovale, elliptique. Donc, comme je vous disais, surtout dans les luxations intermédiaires, avec une absence de toit et de corne antérieure. Parfois, en revanche, la paroi postérieure est souvent de bonne qualité. Vous allez en gros, et on l'a décrit dans cet article du Journal of Arthroplasty il y a quelques années maintenant, vous retrouvez dans 4 situations différentes que l'on peut résumer en 3 situations de la manière suivante. Soit vous avez une dysplasie, et à ce moment-là, vous pouvez espérer qu'en médialisant une cupule un peu plus grande que celle que vous auriez éventuellement mise, vous allez avoir une stabilité. La greffe n'est pas forcément nécessaire sur un plan mécanique et on peut stabiliser avec 2 ou 3 vis et obtenir généralement un bon résultat. La deuxième situation, c'est une subluxation. À ce moment-là, si vous utilisez une cupule, elle va être dans le vide sur la partie supérieure. Elle va mal lutter contre les forces d'arrachement. Dans ces cas-là, on utilise la tête comme une autogreffe. Généralement, on la fixe de manière temporaire après le fraisage avec 2 vis ou 2 broches et puis on refraise dessus pour la redessiner l'intérieur. On la stabilise soit avec 2 vis avec une cupule sans ciment, soit avec un anneau de soutien de type croix de Kerboul qui a l'avantage de protéger la greffe, mais l'inconvénient de vous condamner à utiliser un polyéthylène conventionnel dans une population souvent jeune. La dernière situation, c'est la luxation vraie. À ce moment-là, le problème est plutôt au fémur parce qu'à l'acétabulum, l'acétabulum est rond, mais il est souvent de très petite taille. Comme je vous le disais, il faut se méfier. Parfois, cette paroi, cet endroit est fermé. Et il faut parfois creuser après avoir trouvé le trou obturateur avec un Homan pour déterminer où est le bon niveau. Certaines équipes utilisent une broche et font un contrôle scopique pour être certain d'être au bon endroit. Comme un autre soutien, je le dis, on peut utiliser une croix de Kerboul. On peut utiliser aussi avec une autogreffe, un implant sans ciment de ce type. Il y en a maintenant dans pas mal de laboratoires et de fournisseurs. La dernière étape, c'est le fémur. Le scanner va vous donner des informations, comme je vous le disais, sur l'extramédulaire. On en a parlé, je vous donnais les solutions qu'on peut utiliser. Sur un plan intramédulaire, méfiez-vous. Le fémur est souvent de très petite taille.
trop petit pour accepter un implant standard. Il faut l'anticiper, au minimum sur la radio si le fémur n'est pas trop tordu, mais idéalement sur un scanner. Et vous pouvez vous retrouver avec des implants qui ne rentrent pas malgré les plus petites tailles que vous avez à disposition. Sur un plan extramédulaire, si vous avez par exemple un excès d'intervention, vous avez différentes options. Celle qu'il faut éviter, c'est celle-ci. C'est celle d'utiliser un implant standard qui va se mettre dans l'antéversion du fémur natif, celle que vous ne voulez pas vous. Et quand vous allez réduire votre hanche, soit vous allez avoir une instabilité antérieure, l'implant va se luxer en avant, soit vous allez tourner tout le fémur et tout le membre inférieur en rotation interne, erreur que l'on commet souvent en traumatologie dans les fractures du col, où on met souvent un peu trop d'antéversion par crainte de la luxation. Et dans cette situation-là, tout le fémur est tourné en rotation interne. La situation que vous pouvez utiliser, c'est d'utiliser un implant miniaturisé, conique, de type Wagner sans ciment ou cimenté, et le faire tourner librement dans son four de ciment. Vous pouvez utiliser aussi une ostéotomie sous-trochantérienne au niveau du petit trochanter. À ce moment-là, vous tournez le massif trochantérien et il est stabilisé par l'implant fémoral comme un clou centromédulaire. Les deux dernières options sont celles d'utiliser un col modulaire ou d'utiliser un col sur mesure, où le col va corriger la différence entre l'élitorsion fémorale du patient et l'antéversion prothétique que vous voulez, cette différence s'appelant l'angle alpha. L'intérêt d'une tissu en mesure a été décrit dans la littérature de nombreuses fois avec des références qu'on pourra vous fournir si vous le souhaitez. Les résultats sont assez probants. Deux gestes additionnels qu'il faut connaître. Le premier, je vous en ai parlé, c'est la trochantérotomie pour accéder à l'articulation. Cette trochantérotomie permet de réaliser une capsulectomie extensive. Elle a aussi un intérêt, c'est qu'elle va vous permettre de réduire de manière plus simple le fémur. Reste ensuite à repositionner le grand trochanter sur son site ostéotomisé et à le fixer avec des câbles, ce qui est plus difficile lorsqu'on utilise un implant sans ciment, parce que l'encombrement métaphysaire est souvent de plus grande taille, et pour faire passer les câbles en intraosseux au niveau du fémur proximal, c'est plus difficile. Vous pouvez utiliser aussi une ostéotomie sous-trochantérienne qui va vous permettre de déroter ou d'accourcir le fémur. Si vous voulez déroter, il faut que cette ostéotomie soit transversale. Si vous voulez accourcir uniquement, on peut faire un chevron. François Gaucher a très bien décrit ça dans la littérature avec une grosse expérience. Vous voyez ici, il a fait une ostéotomie sur ce fémur ostéotomisé dans l'enfance. Cette ostéotomie a permis une dérotation fixée par une tige comme un clou centromodulaire, une tige cimentée et stabilisée par une ou deux plaques verrouillées pour gérer la rotation. Et vous voyez qu'ici, la cupule a été mise avec une autogreffe prise aux dépens de la tête fémorale. Cette ostéotomie, on peut la faire aussi dans ce cas-là, une hanche luxée de manière bilatérale, haute non appuyée à droite et appuyée à gauche, donc arthrosique et symptomatique à gauche, mais probablement du côté droit à opérer plus tard. Bien, vous n'êtes pas obligé d'absolument vouloir rallonger, normaliser la longueur, parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir un excès de longueur du côté gauche, au moins tant que vous n'opérez pas le côté droit. On peut recentrer la hanche et accourcir le fémur. Alors, comment on fait en pratique? Bien, on fait une voie d'abord généralement postérieure. Très rapidement, on fait une ostéotomie du massif trochantérien ici. Cette ostéotomie permet, on coupe la tête, on a le massif trochantérien que l'on soulève, on accède à l'articulation, on fait sa cupule et ensuite, il nous reste à faire le fémur. On prépare la tige au niveau du fémur sans mettre le massif trochantérien, on réduit, on voit si c'est stable, on règle la longueur et reste ensuite à refaire la préparation avec la tige au niveau de la métaphyse, puis de se servir de la tige pour enfiler, entre guillemets, d'abord la métaphyse, puis la diaphyse, cimentée. Vous voyez ici la partie qui a été ostéotomisée, qui permet d'augmenter la zone d'ostéotomie avec un résultat à 3 mois, une hanche qui était pas encore complètement fonctionnelle et bien entendu pas encore consolidée. Alors, quels sont les résultats auxquels vous pouvez vous attendre? C'est très simple. Par rapport à la population générale, en termes de douleur, c'est identique. C'est une intervention qui fonctionne. La fonction est parfois inférieure à la population générale en raison du risque de boiterie, surtout
chez les hanches opérées dans l'enfance dont on ignore de la fonction musculaire. La survie est inférieure, malheureusement, parce que ce sont souvent des gens jeunes. Les complications sont plus importantes. On a parlé des complications neurologiques et du taux de luxation. Et pourtant, malgré tout ça, l'indice de satisfaction est plus important que la population générale, en particulier parce que ce sont des gens qui ont souvent énormément souffert avant cette intervention pendant des dizaines d'années et qui qualifient cette intervention de véritable miracle fonctionnel. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je me tiens à votre disposition pour toutes les questions que vous jugez utiles et je vous souhaite une bonne soirée.